Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous allons voir dans cette application l'utilisation donc de SAP 2000 pour l'analyse push-over. On va essayer donc de définir toutes les étapes nécessaires dans SAP 2000 pour arriver donc à faire une analyse complète push-over. Le but est de tracer donc la courbe push-over, effort tranchant à la base, déplacement au sommet d'une structure quelconque. Pour cela, donc, différentes étapes sont à définir. Premièrement, il faut qu'on définisse d'abord notre structure du point de vue géométrie, et puis on définit les changements qui doivent être appliqués pour faire ce push-over, donc cette poussée de notre structure, et arriver donc à faire une analyse non linéaire statique pour arriver donc à définir notre courbe. Donc pour cela, on va prendre un exemple simple, tout à fait simple. Donc on lance le SAP 2000. SAP 2000, donc dès que vous le lancez, vous aurez cette fenêtre donc devant vous. Cette fenêtre comprend donc au sommet donc le menu principal, tout à fait en bas donc les raccourcis, si vous voulez, le menu des raccourcis, et sur la latérale, donc le côté latéral, vous avez le menu de dessin. Donc puisqu'il s'agit d'une nouvelle structure, donc on ouvre un fichier donc nouveau. Donc lorsque vous appuyez sur ce bouton-là concernant le fichier nouveau, donc une fenêtre apparaît concernant si vous voulez, les modèles défauts qui sont définis par SAP 2000. Donc vous trouverez plusieurs modèles, donc que ce soit blanc, gris en lit, donc poutre continue, une structure en tri à 2D, une structure en tri à 3D, une structure portique à 2D, portique à 3D, le mur, donc un mur, donc une dalle, flap, l'élément coque ou bien des éléments cylindriques, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, c'est des raccourcis qui vous permettent de gagner du temps donc, par rapport à votre structure. On va prendre donc une structure simple, un portique à 2D. Dès qu'on appuie sur ce portique-là, donc, il va nous donner quelques propriétés à définir. Le nombre donc d'étages, donc on va dire 3 étages. Le nombre de B, c'est le nombre de travées, on va dire une travée. Donc, la hauteur de l'étage, on va prendre 3, donc, et la largeur de la travée, on va prendre 4. Donc là, ça va nous donner 3 étages par une seule travée. Donc, dès que vous appuyez, vous aurez votre structure dessinée comme vous l'avez demandé. Donc là, c'est très simple, c'est prédéfini au départ. D'accord? Donc, c'est simple. Maintenant, en général, SAP, c'est 2 instructions qui sont très importantes. C'est define ici et ici assign. Donc, vous avez définir, puis attribuer. Définir, attribuer. Bien sûr, avant d'attribuer, il faut sélectionner les éléments où vous allez attribuer ce que vous avez défini. D'accord? Donc, ça, c'est 2 instructions qui sont très importantes en SAP en général. Définir, attribuer. Et après ça, donc, on va beaucoup plus analyser. Donc, lorsqu'on définit, donc c'est par ordre si vous voulez, on définit d'abord le type de matériau. D'accord? Lorsque vous appuyez sur Define Materials, il va vous donner donc une fenêtre où vous avez 2 types de matériaux. Un qui est généralement pour le béton et 2 qui sont généralement pour l'acier. D'accord? Donc là, vous devriez faire entrer vos matériaux, si vous voulez. Puisqu'il s'agit de béton, donc vous allez prendre le béton. Si vous utilisez de l'acier, donc vous utilisez le deuxième qui est l'acier. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez donc modifier ceci selon vos données. Donc là, on change le nom. Par exemple, on appelle ça béton. D'accord? Et puis, ce que vous voulez ici, donc que ce soit le poids volumique, que ce soit le module d'élasticité, le coefficient de croissance, ce que vous voulez, donc par rapport à vos données initiales concernant le matériau que vous allez choisir, béton. Bien sûr, il faut faire attention donc, aux unités ici, kilonewton, mètre par mètre et degré Celsius. D'accord? Donc ça, c'est le béton. Si vous avez une structure en acier, donc vous faites la même chose. Donc vous modifiez l'acier, vous appelez ça donc acier. Et là, donc la même chose, vous faites rentrer donc les caractéristiques de votre acier que vous utilisez. D'accord? Maintenant, on n'a pas d'acier, donc on n'a que du béton. Donc vous faites OK. Là, le matériau est défini. On va définir maintenant les sections et les géométries, si vous voulez, de nos éléments, que ce soit poutre ou poteau. Bien sûr, on a des poutres, on a des poteaux. Donc là, ça va nous donner des propriétés d'éléments poutres. On va ajouter new propriété. Donc,
lorsque vous ajoutez une nouvelle propriété, vous avez ici une fenêtre qui vous dit quels sont les types de matériaux que vous utilisez concernant les éléments. Donc, que ce soit de l'acier, donc du béton, de l'aluminium, other, donc, or cold spot. Donc là, on est dans cette structure en béton, donc là, on nous donne donc des sections prédéfinies au départ. Il s'agit de sections rectangulaires, puisque je vais définir les poteaux tout seul et les poutres tout seul, donc j'appelle ça poteau. Poteau, je dirais 40 par 40, 0,4 par 0,4, d'accord? Et là, donc, ça va me donner donc une section. Donc, si je veux encore définir si vous voulez, des armatures concernant le poteau, parce que j'ai déjà calculé ça, par exemple dans le cas de réhabilitation, donc il faut que j'appuie ici, donc, et je vois ici design type, donc ces colonnes qui travaillent, donc c'est des colonnes qui travaillent en flexion proposée, que ce soit l'effort axial P ou les flexions donc dans les deux plans. D'accord? Donc, vous pouvez changer le nombre de barres ici si vous connaissez, le diamètre des barres et ainsi de suite. Donc, ça, c'est concernant le poteau. Il faut vérifier toujours ça, que c'est en béton, donc, votre poteau. D'accord? Vous faites la même chose pour les poutres. Donc, vous ajoutez une nouvelle section en poutre, donc c'est en béton. Vous l'appelez ça poutre. Donc là, disons que la poutre est de 40 donc de hauteur et 30 cm de largeur. D'accord? Vous allez, donc ça c'est toujours béton, vous vérifiez ça. Et là, vous faites donc concrete reinforcement parce que là, il faut vraiment insister que c'est des beams, donc c'est une conception de poutre qui travaille uniquement en flexion, donc selon l'axe majeur M3. D'accord? Donc, OK, il ne faut pas oublier donc d'appuyer sur ce point. Donc, OK, OK. Là, on a défini donc les éléments frame, si vous voulez. Il faut les attribuer. Donc, define, j'ai dit define, assign. Donc là, je sélectionne les poutres. Donc, il suffit de faire passer la souris sur les éléments donc, pour qu'ils soient sélectionnés. Assign, donc frame, propriété, donc frame section, pardon, c'est des poutres. C'est des poutres, donc là, il va me donner directement que c'est des poutres. Voilà, donc c'est des poutres. Donc, vous voyez qu'il a écrit ça en poutres. Les poteaux, la même chose. Donc, je vais les sélectionner. Comme ça, donc, tous les sélections. Vous avez deux types de sélection, soit par souris directement, soit vous allez ici, sélection, et vous allez sélectionner par rapport donc, à vos propriétés, donc, que ce soit pour les éléments ou bien pour ce que vous voulez. Donc là, si vous voulez, si vous avez plusieurs éléments à sélectionner, il faut passer par select, donc par groupe. Donc là, je vais, c'est des poteaux, donc assign, frame section, donc c'est des poteaux, apply, et ça va être donc OK. Donc, vous voyez qu'il change de nom carrément, donc c'est des poutres et des poteaux. D'accord? Donc, le matériau est défini, les sections sont définies, on va changer les conditions limites ici pour remplacer tout ce qui est ici en bas comme encastrement. Donc là, vous sélectionnez les nœuds de la base et vous allez assigner joint restreint. Joint restreint, donc vous avez plusieurs types. Vous voyez donc encastrement, double appui, appui simple et puis libre. Donc là, à chaque fois que vous appuyez, là, ça va changer. Donc vous voyez, ça c'est totalement, donc les trois translations et les trois rotations sont bloquées. Si vous êtes les trois translations, en appui simple, donc c'est une seule translation, en libre, donc aucune restriction. Donc là, je suis encastré, j'appuie sur encastré, apply, et ça me donne donc un encastrement. D'accord? Donc là, ma structure est encastrée. N'oubliez pas donc de sauvegarder donc appelons ça un IC6, donc si vous voulez, pour cet exemple. Il faut le sauvegarder de votre fichier au fur et à mesure. Donc, on a défini le matériau, on a défini les éléments, donc on a défini les éléments. On va essayer de définir, donc ce qui nous reste, c'est que on suppose ici que dans notre structure, le plancher est très rigide, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement et de déplacement du plancher. Pour cela, donc, on doit définir ce qu'on appelle un diaphragme. Le diaphragme, donc, c'est dans les zones constraints. Donc, zone constraint, vous allez dans cette fenêtre et vous allez choisir diaphragme. Vous avez plusieurs types de constraints. Donc, ce qui nous intéresse, c'est diaphragme. Add new constraint. Bien sûr, chaque étage doit avoir son propre diaphragme. Donc, diaphragme selon l'axe Z global, oui, c'est bon. Donc, on appelle ça diaphragme 1.
On va ajouter un deuxième pour le deuxième étage et on va ajouter un troisième pour le troisième étage. Ça me fait 3 diaphragmes donc, à signer. Donc, je sélectionne le premier étage et ça me donne un diaphragme donc jaune constraint diaphragme 1. Donc, apply, OK. Le deuxième étage, je le sélectionne, assign, join, constraint, diaphragme 2. D'accord? Le troisième étage, donc, je sélectionne, assign, join, constraint, 3. Ça me fait donc 3 diaphragmes à définir. OK. D'accord? Donc, une fois que j'ai assigné et attribué les diaphragmes, je vais définir les load patterns, donc le chemin de chargement. Donc, à chaque fois, par défaut, SAP vous donne toujours le chargement donc, du pop. Donc, ça, c'est une charge qui est toujours existante dans votre SAP par défaut. Donc là, mon deuxième est un chargement latéral qui va me permettre de faire le pushover. Je vais l'appeler latéral et je vais utiliser order ici avec un coefficient 0. Donc, et je dis donc add new load patterns. Donc, il va m'ajouter ce type de chargement. Donc, je rappelle, c'est un chargement latéral qui va s'appliquer sur la face latérale de votre structure qui va vous permettre de faire du pushover. Si vous avez une charge, par exemple, je ne sais pas, des surcharges, donc live load, ou bien des supercharges, donc more, donc c'est supercharge, super dead, là, vous les ajoutez pour tenir compte de ces charges dans votre structure. Donc, on va se contenter de ces deux types de chargements, dead load et latéral, donc comme load latéral. Donc là, alors là, c'est edit, c'est bon, donc je pense que c'est bon. Voilà. On peut vérifier qu'on a deux types de charges, donc load pattern, donc c'est dead load et lateral load. Voilà. D'accord? Donc, une fois que le chargement est défini, que le matériel, les sections, les diaphragmes et le chargement sont définis, maintenant on définit les rotules plastiques. Ça, c'est très important pour le calcul, si vous voulez, pushover. Et là, donc, il faut qu'on définisse donc, les rotules plastiques. Les rotules plastiques sont section propriété, hinge propriété. D'accord? Add the new propriété, donc, il s'agit de concrète, donc de béton. OK. On va l'appeler donc, par exemple, poteau. D'accord? Les formes de contrôle. Donc, le poteau, on a dit, il travaille en flexion composée. Donc, c'est l'effort axial plus les moments de flexion. Donc, P avec M2 et M3. D'accord? Et je vais définir donc ce type de rotule plastique. Je vais ajouter une deuxième pour les poutres. Donc, ça sera poutre. Poutre, donc, mais la poutre, elle travaille uniquement donc, en flexion. J'ai dit l'axe majeur, donc je dirais M3, et ça va me donner donc, OK. D'accord. Ça, j'ai défini les plastiques, les rotules plastiques. Il faut que j'ai les attributs maintenant. Donc, ça va être dans. Donc là, je reviens à ma structure indéformée. Donc, les 3 poutres, donc je vais leur assigner un joint constraint ici. Pardon, un joint assigné un frame hinges. Donc là, vous avez les deux types que vous avez définis, poteau et poutre. Je suis en poutre. Alors, on a dit qu'en général, les rotules plastiques ne se développent pas exactement au nœud, mais juste à côté des nœuds. Donc, c'est à une distance relative de 0,1 par rapport à une distance totale de 1, donc à peu près 10% de l'extrémité et de 10% de l'autre extrémité, c'est-à-dire à 0,9. Donc, add inch. Et là, donc, il faut que je l'applique sur l'élément poutre. Donc, il va me donner, vous voyez, donc, il va vous donner selon le défaut de la roture plastique que vous avez utilisé. Donc, il vaut mieux utiliser les rotures plastiques qui existent dans la table par défaut donc de SAP 2000. Donc, la même chose pour le poteau. Donc, je vais assigner, si vous voulez, frame, hinges, et là, ça sera pour les poteaux, la même chose, à 10% du début et à 10% de la fin, donc 0,9 de la fin. Là, je vais appliquer et vous voyez donc que ça me donne une distribution de roture plastique que j'ai définie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste, je vais quand même sauvegarder, il me reste à définir le chargement latéral que je vais appliquer pour le pushover. Donc, je reviens à ma structure indéformée.
D'accord? J'ai dit le changement latéral s'applique ici. D'accord? Et vous savez que en général, pushover, vous avez plusieurs types de changement latéral. Un changement triangulaire, un changement constant, un changement qui dépend des inerties, proportionnel aux inerties, ou bien un changement qui dépend du vecteur propre, donc du mode fondamental. On va prendre quelque chose de simple. Disons qu'on va prendre donc un changement latéral constant. La même chose s'applique pour les autres types de changements. Donc là, je sélectionne les nœuds, les trois nœuds, et je vais dire donc assigne à joigne load. Donc c'est des forces et c'est des forces concentrées. Il faut faire attention. Donc ça c'est pour le cas donc latéral. On va appliquer sur la direction X. Donc cette direction, vous voulez, donc c'est la direction X ici, une charge globale de 1000 kN. Donc je vais l'appliquer. Donc là, au fur et à mesure, elle va apparaître sur votre écran, donc les 1000 kN que vous avez appliqués. D'accord? Donc, je sauvegarde. Maintenant, normalement, j'ai tout défini pour définir donc une analyse pushover. Dans ce cas, donc je vais encore à la fin, ce qu'on appelle les load cases. Je dis que en général, pour entamer l'analyse pushover non linéaire, il faut commencer par la charge permanente ou la charge donc du poids propre comme premier cas pour amorcer l'analyse non linéaire et puis revenir à ce pushover comme analyse non linéaire. Bon, d'accord. Donc pour cela, on définit par exemple le dead load comme étant, disons, dans sa partie non linéaire. Donc on va l'appliquer de façon non linéaire. On va appeler ça non linéaire dead load comme cas non linéaire. Donc si vous voulez, c'est statique. Il faut faire attention ici, c'est statique, non linéaire. Et là, si vous voulez appliquer donc votre comportement non linéaire géométrique ou non, ça dépend de votre problème. Soit vous choisissez P delta, soit vous choisissez P delta plus les grands déplacements. D'accord? Donc là, c'est l'autre pattern, dead avec 1. Donc là, il faut ajouter ça pour qu'on puisse faire entamer la partie non linéaire pushover. D'accord? Deuxième cas, donc je vais ajouter un deuxième cas. Celui qui m'intéresse, c'est le cas pushover. Je vais l'appeler push. Et là, donc pushover, elle va commencer à partir de la fin de le non linéaire deadline. C'est pour ça qu'on a introduit ça. Donc j'ai dit ça. Je peux utiliser l'autre pattern accélération, mais il faut faire attention, je suis en statique non linéaire, donc il faut appuyer sur non linéaire. Et là, donc, ça me donne les trois cas, soit un changement quelconque, soit un changement qui est proportionnel donc, aux inerties, soit un changement qui utilise le mode fondamental. Donc là, je suis dans un changement statique de type donc, constant, l'autre pattern. Il est sur le cas latéral, donc, et je vais l'ajouter. Add. D'accord. Alors là, il faut faire attention, je vais faire du pushover, de l'analyse non linéaire, statique non linéaire. Donc, je vais changer ici en déplacement, donc contrôle, et je vais utiliser donc un nœud où je vais contrôler. En général, il vous donne par défaut ce nœud, c'est le nœud 4, c'est-à-dire au sommet. Vous pouvez le vérifier par la suite. Donc, c'est le nœud au sommet qui est le nœud 4 avec une direction U1. Donc, il va utiliser un déplacement donc, de contrôle. En général, ce déplacement de contrôle 0,36, il donne par défaut, c'est 4% de la hauteur totale. D'accord? Maintenant, si vous avez des problèmes de convergence et tout, vous pouvez changer toujours ce déplacement. Vous pouvez commencer avec ça. D'accord? Je conjugate ou bien monitor displacement. Donc, et vous pouvez donc laisser ceci et essayer de converger vers cette valeur-là. Donc, OK. La même chose, result save. Donc, vous allez sauvegarder sur des étapes multiples au lieu que ce soit l'étape finale. Donc là, la même chose pour le nombre. Vous pouvez jouer sur ces nombres-là pour la convergence. D'accord? Troisième, donc c'est beaucoup plus les caractéristiques concernant la solution, donc le contrôle de solution. Je pense que vous utilisez par défaut, c'est mieux au lieu de changer ces paramètres. D'accord? Donc, OK. Maintenant, je vais sauvegarder quand même. Et bien sûr, ce qui est donc en général jusqu'à maintenant, donc on a presque terminé. On a terminé donc notre structure avec ses caractéristiques donc, de classification, avec son changement latéral. Maintenant, je peux entamer l'analyse. Donc, l'analyse, là, je vais faire l'analyse. D'accord? Si vous ne voulez pas faire de l'analyse statique linéaire, donc ce n'est pas intéressant, ça vous intéresse pas. Donc, il faut les cocher et dire que je ne vais pas faire une analyse pour gagner du temps. D'accord? Si vous avez besoin de ça, donc vous les laissez. D'accord?
et vous faites tous les types d'analyse. Maintenant, pour démonstration, on a besoin de l'analyse non linéaire statique. On laisse donc les deux, le non linéaire dead load et le push. D'accord? Et on va faire run no. Donc, il va exécuter selon nos données. Donc, après, ça dépend de votre structure, ça dépend de votre par exemple, euh, ordinateur, vous aurez donc la vitesse 2. Alors, donc quand même, je vais essayer d'avoir, donc, je ferme ici pour avoir un peu plus clair, d'accord? Je vais dans la partie déformée, donc la structure déformée, là je suis dans Display, si vous voulez, ici, Display, c'est la même chose que les boutons donc rapides ici, Display, Show Deform Shape, d'accord? Donc je suis à la partie Push, qui m'intéresse, et puis, je vais essayer de voir ce qui se passe dans le premier pas. Donc, je vais appliquer. D'accord? D'accord? Et je vais donc monter au fur et à mesure. Vous voyez que je suis dans le gris. Toutes les rotures plastiques sont en gris, donc au début. Je vais ici augmenter le nombre de pas, donc de 1 jusqu'au pas de convergence. Donc là, vous regardez ici et vous faites avancer avec cette petite flèche. Donc ici, vous remarquez, ça c'est le 2. Donc il passe au 2. Et puis 3. Donc là, 3, c'est toujours. J'ai une apparition donc des premières classifications entre IO et LS. IO, je rappelle, Immediate Occupancy. LS, c'est Life Security. Et CP, Collapse Prevention. Donc là, je suis dans le vert à peu près sur les poutres. Ma structure est toujours stable. Donc, elle a quelques endommagements, mais elle est toujours stable. Au step 3. Donc, je passe step 4. Donc, là, step 4, c'est toutes les poutres maintenant sont entre IO et LS en vert. Je continue donc là. Les poutres deviennent entre LS et CP. Je suis toujours en sécurité, mais je commence à avoir de sérieux problèmes au fur et à mesure que j'avance. D'accord? Donc, je vais encore augmenter le pas. Vous voyez que ma deuxième poutre, maintenant, elle est endommagée complètement. Donc, c'est vraiment le bord de la ruine. D'accord? Je continue donc. Les autres poutres commencent à avoir les mêmes problèmes. Vous voyez que les poteaux sont toujours debout dans mon exemple-là. Et là, donc, à l'étape 7, les poutres donc, vont avoir encore des problèmes. Et maintenant, à l'étape 9, mes deux poteaux en bas donc, vont avoir les débuts de l'endommagement. En vert, donc, entre IO et LS. Je continue donc, étape 10, donc le poteau de gauche va devenir donc en collapse. Et étape 11, 12, jusqu'à donc le dernier donc qui va me donner une ruine totale de votre structure. Vous voyez, tout est en rouge, donc c'est le collapse des poteaux et des poutres au fur et à mesure. Donc ça dépendra de votre structure. Là, je suis, si vous voulez, donc à l'étape 14, donc c'est la ruine totale et c'est bien sûr l'état final de votre structure. Vous voyez donc là, c'est l'atteinte de la limite de votre structure du point de vue classification. Ce diagramme-là, vous pouvez le montrer selon ce diagramme IOLSCP, ou bien carrément vous le changez. Lorsque vous allez vers Display Deform Shape, vous pouvez changer ici entre les points B, C, D et E, et ainsi de suite. Donc, vous avez la même type de lecture, d'accord? Sauf que ça change donc au fur et à mesure. Donc là, la même chose, étape 1, étape 2, et ainsi de suite, donc jusqu'au dernier étape. D'accord? Donc là, c'est quand vous voulez. Sincèrement, moi, je préfère ceci, donc c'est plus pratique pour moi en lecture parce que je le vois sur le diagramme donc, de classification. D'accord. Donc, une fois que vous avez terminé, ça y est, maintenant vous avez terminé l'analyse pushover, vous pouvez display donc show static pushover curve et vous aurez donc votre courbe pushover entre déplacement donc au sommet et l'effort tranchant à la base. C'est le but de cette application, c'est d'arriver à cette courbe qui va vous donner une variation entre l'effort tranchant à la base et le déplacement au sommet de la structure. Bien sûr, c'est cette courbe pushover qui nous intéresse par la suite pour faire une analyse non linéaire complète en utilisant donc soit la méthode de la capacité centrale ou bien la méthode des coefficients de déplacement. Avec cette courbe maintenant, vous allez File et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez Display Table, vous aurez les valeurs numériques
Là, ces valeurs numériques, vous pouvez faire ce que vous voulez par la suite. Par exemple, je peux les exporter sur Excel et je peux retracer de façon correcte ma poutre. Donc là, je suis sur Excel. Je vais retrouver donc les valeurs sur Excel et je peux même retracer cette courbe-là pour que je puisse l'utiliser numériquement par la suite. Peut-être que je vais la coïncider avec la poutre de capacité, donc la coupe de capacité, et je cherche le point de performance, si vous voulez, de façon plus détaillée avec ces valeurs numériques. Donc ça, c'est une méthode pour, si vous voulez, arriver à utiliser donc les valeurs numériques de vos résultats. Voilà, donc vous les ce que vous voulez, donc vous les exportez, vous les faites sur des formats différents, ce que vous voulez. Donc voilà, ça, c'est possible. Une fois que vous aurez cette courbe-là, vous voyez que c'est une courbe. Là, le plot type, c'est resultant Bayes versus monitored displays. Voilà, je pense que c'est tout pour cette application-là. On va voir par la suite comment utiliser SAP 2000 pour déterminer mon point de performance en utilisant, ou bien mon déplacement cible en utilisant donc la méthode de capacité ou bien la méthode de coefficient de déplacement. Voilà, donc je vous remercie. Je vous retrouverai dans une autre vidéo concernant donc l'analyse statique non linéaire équivalente. Je vous remercie.